Très nombreux devant vos postes et toutes les plateformes de communication sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et j'en passe, en train de suivre à l'instant un nouveau magazine qui vient de s'ajouter à la sphère de l'audiovisuel de notre pays. Il s'agit, parce que vous avez hâte de savoir, du magazine La science au service du peuple. Ce nouveau magazine va désormais vous informer, vous former, mais aussi et surtout vous détendre dans divers domaines. Nous aborderons des thématiques ayant trait à la politique, à l'innovation, à la recherche, à la médecine, au sport, à l'agriculture et bien d'autres que vous aurez le privilège de découvrir tout au long de notre parcours. Pour ce premier numéro, j'ai l'avantage de recevoir pour vous un invité de taille, un invité de marque, à la personne du docteur Christophe Moulumba. Avec lui, nous allons aborder un sujet autour d'une thématique. La thématique, il s'agit bel et bien d'une pathologie qui a fait parler d'elle. Il s'agit de l'hernie discale. Le docteur Christophe Moulumba est médecin spécialiste et rhumatologue aux cliniques universitaires de l'Université de Kinshasa. Il est doctorant à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Vous pouvez donc deviner, c'est un futur enseignant des écoles doctorales du pays. Mais aussi, je ne m'arrête pas là-bas, le docteur Christophe Moulumba est médecin chef de service en médecine interne à l'hôpital Mutombo-Di Kembe. Le docteur Christophe Moulumba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, notre invité, il est aussi le coordonnateur adjoint du corps de l'élite scientifique de l'IDPS. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Tout roule, tout coule doucement. Vous avez bien compris, tout roule, tout coule doucement. Ce sont les propos du docteur Christophe Moulumba. Mais docteur, que pensez-vous de ce sujet que nous avons choisi pour vous? Bon, c'est un sujet important et intéressant parce qu'il s'agit là de pouvoir informer la population sur une des causes des douleurs du rachis. Parce que vous devez savoir que les douleurs du rachis, essentiellement le mal de dos, c'est un problème de santé publique. En général, entre 30 et 50 ans, et c'est une cause d'invalidité, d'absentéisme au travail. Donc, comme l'hernie discale fait partie d'une des causes, voilà pourquoi le sujet paraît très intéressant, surtout qu'il faut informer la population. Le sujet paraît très intéressant. Ce sont les propos du docteur Christophe Moulumba. Alors, il faut informer l'opinion pour que tout le monde ait au moins l'information. Mais docteur, est-ce que l'on peut savoir c'est quoi la hernie discale? Bon, je ne serai pas trop scientifique parce que le public à qui je m'adresse n'est pas un public de médecins ou de personnel de santé. Je vais essayer d'utiliser les termes les plus simples possibles pour comprendre la hernie discale. Vous devez savoir que c'est une maladie du disque. Alors, quand je dis disque, les gens ne comprennent pas. Okay? Bon, derrière le dos, vous avez une tige qu'on appelle la colonne vertébrale. Cette colonne a des vertèbres et entre deux vertèbres, vous avez une structure qu'on appelle un disque. Alors, ce disque joue un rôle très important. Non seulement il permet de pouvoir relier deux vertèbres, mais il joue un rôle d'amortisseur. C'est un amortisseur de choc. Alors, quand j'ai dit amortisseur, il joue presque le même rôle que jouerait un amortisseur dans un véhicule. Alors, on a une hernie discale lorsque un composant de ce disque, qu'on appelle le noyau pulpeux, ou en termes simples, le noyau gélatineux, sort du disque et va comprimer soit une racine nerveuse ou soit la moelle elle-même. C'est en ce moment-là qu'on va parler d'une hernie discale. Voilà.
En tout cas, j'ai compris, ensemble avec les téléspectateurs qui sont d'ailleurs très nombreux à nous suivre, une définition, comme a dit le docteur, c'est pas une définition propre au public des médecins, mais c'est une définition que tout le monde pourrait bien enrichir chez lui. Mais docteur, quels sont les facteurs favorisants de la hernie discale? Vous avez parlé la hernie, c'est un disque, tout ça, mais c'est quoi les facteurs? Alors, c'est une maladie qui a plusieurs facteurs favorisants. Je vais essayer de les énumérer. Le premier facteur, c'est l'âge. La maladie survient en général chez des patients qui ont entre 30 et 50 ans. Alors, c'est une maladie qui est très rare après 50 ans, tout simplement parce que à partir de 50 ans, le noyau gélatineux durcit et ne peut plus cerner. Donc ça, c'est le premier facteur, c'est l'âge. Le deuxième facteur, c'est le sexe. L'homme est plus touché que la femme. La seule explication qu'on donne, c'est le travail et le sport. Vous savez que l'homme fait très souvent des travaux forcés et fait des sports qui mobilisent très souvent la colonne. Le troisième facteur, c'est la prédisposition familiale. Vous allez avoir dans certaines familles plusieurs personnes qui font une hernie discale. En général, il y a souvent un soubassement lié à une maladie du collagène parce que quand on considère le disque, je vous ai dit, il a deux parties. Il y a une partie externe qu'on appelle un anneau fibreux qui a des fibres et une partie interne qui a de la gélatine. Donc, c'est la partie externe essentiellement composée du collagène. On peut avoir des problèmes de collagène et avoir une colonne qui est tout à fait fragile. Un autre facteur essentiel, c'est le morphotype. Une personne qui est plus élancée que l'autre a plus de chances de faire une hernie discale. Et à côté de ça, vous avez également la femme enceinte. Vous avez les professions. Les gens qui font, par exemple, qui portent de lourdes charges. Chez ces personnes, vous avez des contraintes très élevées au niveau de la colonne, ou bien des gens qui vont faire un travail où il faut faire incliner régulièrement le tronc. Et là, au niveau du disque, donc, ces gens sont régulièrement soumis à des contraintes élevées et peuvent facilement développer une hernie discale. Voilà. Donc, et après, bon, vous avez certaines hygiènes de vie, hein, comme les gens qui sont en surpoids, ou bien la consommation du tabac et les sédentaires. Voilà. Donc, ce sont là les facteurs de risque qu'on peut rencontrer chez quelqu'un qui souffre d'une hernie discale. Vous avez compris, il y a plusieurs facteurs, entre autres, les docteurs est revenu sur l'âge. Donc, sont plus exposés à la hernie discale sont les hommes qui ont entre 30 et 50 ans. Tout à l'heure, l'épisode de COVID-19, où c'était le même cas entre les adultes qui étaient plus exposés. Mais nous avons remarqué qu'il y a eu même des enfants qui ont attrapé de la COVID-19. Est-ce que ça pourrait être le même cas avec la hernie discale? Non, pas du tout, parce que, vous savez, la COVID, c'est autre chose. Hein. La COVID, c'est une épidémie et la hernie discale, c'est une maladie de la colonne qui n'est pas une épidémie, en fait. C'est pas une épidémie, c'est un problème de santé publique parce que ça arrive parce qu'il y a certains facteurs. Donc, il n'y a pas de lien. Pourquoi cet âge? Je vous ai expliqué tout à l'heure que le disque, après 50 ans, le noyau gélatineux s'est durci et ne peut plus cerner. Donc, dire qu'après 50 ans, c'est difficile d'avoir une hernie discale. Mais on peut avoir quelqu'un qui a une hernie discale au-delà de 50 ans, c'est-à-dire qu'il a eu sa maladie un peu plus tôt, mais après, cette maladie a évolué parce que, on le dira plus tard, donc c'est une maladie qui évolue de manière asymptomatique. Merci, vous l'avez compris avec moi. Mais aussi, je voudrais savoir, parce que vous avez tout à l'heure là dit qu'il y a aussi les facteurs sexe, où ce sont plus les hommes qui sont exposés à la hernie discale. Mais je voudrais parce que c'est notre émission, c'est la science au service du peuple. Et quand on parle du peuple, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes, dont nous devons prendre en compte leur vécu au quotidien.
Je voudrais que vous puissiez vous faire une idée de nos mamans qui sont dans les Congos profonds, les mamans qui sont dans nos villages. Et pourtant, vous pouvez avoir cette expérience avec moi, vous êtes d'accord d'ailleurs, il y a des femmes qui font beaucoup plus de travaux ménagers que les hommes. Si vous allez dans nos villages, ce sont les mamans qui vont au champ, ce sont elles qui cuisinent, qui font tous les travaux. Mais parce que vous avez dit, ce sont les hommes suite aux travaux. Est-ce que ce n'est pas une contradiction, docteur? Bon, ce n'est pas une contradiction, même si les données peuvent changer demain. En général, pourquoi les hommes, je l'ai dit, parce qu'il y a deux événements, c'est le sport et les travaux forcés. Quand vous êtes dans un milieu où il y a des travaux forcés, vous verrez qu'il y a plus d'hommes que des femmes. Okay? Bon, on va avoir dans le Congo profond des femmes qui vont dans le champ, qui vont avoir des activités où ils sont obligés de plier, de fléchir leur colonne. Ça reste un facteur de risque. Okay? Ces femmes sont aussi exposées à pouvoir faire la maladie. Mais à la seule différence, vous savez, elles travaillent plutôt, mais quand elle a mal au niveau de sa colonne, elle se repose. Donc ça, c'est tout simplement des supputations sur le plan scientifique. Mais ce qui est prouvé, c'est qu'on a plus d'hommes que de femmes. Mais la proportionnalité entre l'homme et la femme, c'est pas tellement très distinct, mais c'est plus quand les hommes qui font des travaux forcés, des travaux qui exigent une sursollicitation de la colonne lombaire. Okay? Et quand vous voyez les sports de combat, tous les sports où il faut sursolliciter la colonne, c'est plus les hommes que les femmes. C'est comme ça que les hommes sont plus touchés. Vous l'avez compris, docteur. Les docteurs insistent, ils persistent, ils disent que ce sont les hommes qui sont les plus exposés à la maladie, malgré, ça c'est mon avis, ça m'engage que moi. Si vous faites une étude, une enquête, vous verrez que ce sont plus les mamans qui se tordent les cous. Les mamans peuvent bien me soutenir, mais d'au moins nous retenons l'avis des experts à ce sujet. Mais vous avez parlé des facteurs favorisants. Mais est-ce que maintenant on peut connaître la vraie cause? Quelles sont en fait les vraies causes de la hernie discale? Avant d'envisager les causes, je reviens un peu sur ce qu'on est en train de dire. Ici, nous parlons de l'hernie discale. J'aimerais que les téléspectateurs puissent me comprendre. L'hernie discale, c'est l'une des causes des mal de dos ou d'un mal qu'il y a au niveau de la colonne cervicale. Mais nous ne parlons pas des douleurs lombaires ou des douleurs cervicales en général. Parce que des douleurs en général, parce qu'il y a plusieurs causes. Vous avez l'arthrose, vous avez des lombalgies qui sont posturales, vous avez des problèmes de posture, notamment une scoliose, des troubles de la statique, j'allais dire. Ok? Ça, c'est des causes. Donc, les travaux champêtres, par exemple, sont des causes fréquentes des lombalgies, mais pas de la hernie discale. Ça peut faire partie des causes. Ok? Donc ici, nous parlons plus de l'hernie discale. Possible que ça fasse demain partie des causes là. Ok? Donc voilà. Alors, comme cause de l'hernie discale, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez des traumatismes violents. Donc un traumatisme violent qui exerce une contrainte au niveau d'un disque. Vous avez ce qu'on appelle des traumatismes mineurs, mais répétés dans le temps. Ok? Et la troisième cause, ça peut être une maladie génétique, des gens qui naissent avec des disques qui sont déjà malades parce qu'il y a un problème déjà au niveau du collagène de type 2 ou tout simplement quelqu'un qui fait et le cancer qui va ronger la vertèbre et plus tard fragiliser le disque et ça peut entraîner une hernie discale. Mais en général, on a deux causes majeures, c'est les traumatismes violents et puis les traumatismes mineurs mais répétés dans le temps. Vous l'avez compris, nous vous prions déjà à partir d'aujourd'hui de prendre les dispositions pour ne pas faire beaucoup de travaux qui peuvent violenter votre disque jusqu'à point de vous causer de la hernie discale. Ce sont les propos du docteur Christophe Mulumba. Mais docteur, qu'en est-il des symptômes? Comment reconnaître? Par quels signes peut-on savoir qu'on a la hernie discale? Voilà, c'est vraiment la partie la plus importante.
Parce que celui qui nous suit doit savoir à quel moment voir un médecin pour un diagnostic d'un mal de dos suspect d'une hernie discale. En général, on a un premier tableau qui est simple. Et le rôle d'un médecin, et plus précisément un rhumatologue, c'est que quand il examine son patient suspect d'hernie discale, c'est très vite de voir s'il y a une sanction chirurgicale ou pas. C'est quoi le premier symptôme qui est simple? C'est que le patient a un mal de dos sous forme d'un courant, d'une décharge électrique, accompagné parfois des picotements, qui peut soit quitter le dos, aller vers la cuisse en antérieur ou parfois au niveau de la jambe pour des hernies qui sont très haut situées ou pour des hernies qui sont basses. C'est des douleurs sous forme de courant, sous forme de décharges électriques qui quittent le dos, qui passent par la fesse, qui peuvent passer soit derrière la jambe ou en latéral, mais qui vont aller jusqu'au niveau des orteils. Ça, c'est un tableau typique. Ce tableau-là, en médecine, nous l'appelons une sciatique. Donc, le malade a une douleur, une sciatique, une douleur due à une atteinte du nerf sciatique. Ça, c'est un tableau simple, mais le malade ne vient pas qu'avec un tableau qui est simple. Dans d'autres circonstances, le malade a les signes précités, mais il ne sait plus marcher ni sur ses orteils, ni sur les pointes des pieds. Ça, c'est ce que nous allons appeler une sciatique qui est pariésante. Ça signifie qu'il faut déjà attirer beaucoup plus d'attention chez ces patients-là. La troisième situation, c'est que le patient vient d'emblée avec une histoire d'une douleur sciatique, mais avec déjà une paralysie. En général, lorsque la paralysie s'installe, la symptomatologie due à l'atteinte du nerf sciatique est atténuée. Donc, le patient vient parce qu'il est paralysé. La troisième situation, ou la dernière, c'est que c'est un patient qui arrive, qui a une douleur d'origine sciatique, mais qui ne sait plus contrôler ses sphincters. Quand je dis sphincter, ça paraît savant, mais qui ne sait plus contrôler ses urines ou contrôler sa défécation. Donc, il urine, il défèque sans le savoir. Ok? Ça reste des extrêmes urgences. Donc, l'objectif, quand nous examinons nos patients dans nos cabinets, c'est d'emblée de voir très rapidement est-ce que le patient doit bénéficier d'un traitement médical ou d'un traitement strictement chirurgical et en urgence parce que le pronostic fonctionnel en dépend. Merci, docteur. Vous l'avez compris. Je suppose que vous avez un carnet où vous notez parce que dès que vous avez des douleurs, une charge comme les courants qui vous fait monter, je vous prie déjà de chercher un hôpital proche de chez vous pour vous faire examiner. Mais alors, on a ces symptômes, on a ces signes, on vient chez vous, on vous les explique. Quels sont les examens que vous demandez cette fois-là pour confirmer que c'est de la hernie discale? Voilà. Là également, je vais peut-être surprendre. Parfois, il y a des médecins qui nous suivent ou des étudiants qui nous suivent. Normalement, on a deux situations. Ça, c'est très important que les gens le sachent. Un patient qui arrive, qui a une douleur d'origine sciatique, sans urgence chirurgicale, n'a besoin d'aucun examen. Celui-là, vous le soignez d'abord, une moyenne de 6 semaines. Ensuite, si ça ne marche pas, ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut recourir à un examen. Mais c'est lui qui arrive déjà avec une symptomatologie pouvant indiquer une intervention chirurgicale en urgence, notamment qui a une parésie au niveau de ses membres inférieurs, une paralysie ou ce qu'on va appeler un syndrome de la queue de cheval. Donc, un syndrome de la queue de cheval, c'est un patient qui vient, qui ne sait plus uriner, qui urine sans se contenir, ou bien qui défèque sans se contenir.
ces patients-là qu'il faudra très rapidement demander un examen, et l'examen de choix reste une IRM par résonance magnétique, qui est un examen très performant qui permet de pouvoir localiser la hernie en vue d'une sanction chirurgicale. À défaut de cet examen-là, on peut recourir à un scanner rachidien, cervical ou lombaire, selon que vous avez la hernie. Mais une radiographie de la colonne est toujours intéressante pour voir ce qu'il y a comme anomalie au niveau à la fois du disque et au niveau des corps vertébraux. La science au service du peuple, c'est votre nouveau magazine. Vous l'avez bien compris, pour tous les patients qui ne font pas beaucoup, qui arrivent au premier stade, il est juste recommandé de suivre directement un traitement, mais pas les examens. Au stade, au tableau un peu compliqué, suivant les conseils et les propos du docteur Christophe Moulumba, vous aurez bien des examens à faire. Là, c'est retenu, mais docteur, est-ce qu'il y a une prise en charge? Oui, la hernie discale se soigne. Je voudrais d'abord dire ceci. Les gens doivent savoir que l'hernie discale n'est pas une calamité, parce que c'est ce que nous voyons dans nos cabinets de consultation régulièrement. Lorsqu'on annonce un diagnostic d'hernie discale, les gens paniquent parce qu'ils ont entendu dire des choses à gauche comme à droite. Le rôle d'un médecin spécialiste, un rhumatologue, un orthopédiste, un neurochirurgien, lorsqu'il reçoit un patient où le diagnostic d'hernie discale vient de se poser, ce qu'il fait, c'est de distinguer deux groupes. Le premier groupe, c'est des patients qui n'ont aucune urgence chirurgicale. Le deuxième groupe, ce sont des patients qui doivent très probablement bénéficier d'une intervention chirurgicale. Ouais. Il y a des indications. Un patient qui arrive d'emblée, qui a une sciatique pariésante, paralysante, ou qui a ce que j'ai appelé un syndrome de la queue de cheval, ou chez qui un traitement médical optimal pendant un minimum de 6 semaines n'a pas répondu, ces patients-là sont très vite adressés chez un neurochirurgien pour une éventuelle intervention chirurgicale. Mais chez d'autres qui n'ont pas des urgences chirurgicales, chez ceux-là, qu'est-ce que nous proposons très rapidement? D'abord, c'est le repos. Le repos qui joue un rôle très important, mais nous parlons ici d'un repos relatif, un minimum de 2 semaines. OK? Et il ne s'agit pas d'aller totalement se coucher au lit, même si se coucher au lit fera partie du traitement. Donc, le malade va avoir des moments où il est alité, des moments où il est debout pour reprendre très rapidement ses activités physiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un traitement médical qu'on administre aux patients. Qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons des antalgiques, des anti-inflammatoires, et puis des myorelaxants, parce qu'un patient qui a une hernie discale hyperalgique ou douloureuse a très souvent sur son dos une contracture musculaire. Maintenant, et puis très rapidement, je fais porter une ceinture lombaire au patient. Voilà, une ceinture lombaire au patient. Voilà, docteur, Je n'ai pas fini parce oui. que c'est très important ce que je vais dire. Je vous rappelle que je vous prie de bien accélérer avec votre réponse, parce que là, il y a des questions, beaucoup de questions que je dois vraiment... Je disais, et puis le patient doit porter rapidement une ceinture lombaire pour avoir une posture correcte, parce que la posture fait également partie de traitement, et ça peut même aggraver la douleur. Parce que vous parlez de la ceinture lombaire, je vois déjà porter des colliers. J'ai vu tout le monde là, à un moment donné, avec des mouchoirs sur les cols. Il y en a d'autres qui portent des ceintures lombaires. Quel est votre commentaire? Bon, c'est des orthèses que nous prescrivons. Par exemple, quand c'est
cervicale chez des gens qui ont des douleurs cervicales, par exemple un torticolis, une arthrose cervicale qui fait mal, ou bien même une hernie discale qui est très douloureuse. Mais c'est pas des orthèses qu'on fait porter à un patient pendant très longtemps quand c'est cervical, parce que le grand risque, c'est que quand vous le mettez très longtemps chez un patient, vous affaiblissez les muscles cervicaux et ça peut entretenir la douleur. Il en est de même au niveau lombaire. Donc, il y a des indications. Vous avez un patient qui a un glissement d'une vertèbre, c'est ce que nous appelons un spondylolisthésis, un patient qui a très très mal, une arthrose lombaire qui fait très très mal, il peut porter, et bien sûr un patient qui a une hernie discale qui fait mal. Merci. Porter, voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure là, dans votre prescription, on peut conseiller à quelqu'un, à un patient de dormir un repos passager. Mais je voudrais un peu qu'on parle de la literie. Est-ce que c'est une cause d'aggravation de la hernie discale, la literie? Oui. Vous savez, la literie joue un rôle très important. Par literie, je comprends ce qu'on appelle oreiller et même le lit. OK, quand le lit, il s'échange généralement quand il devient de mauvaise qualité parce que le lit, avec l'affaissement qu'on a quand on dort, on peut adopter des mauvaises postures pendant le sommeil qui peuvent aggraver à la fois un problème cervical ou un problème lombaire. Donc, il est conseillé chez un patient qui a une hernie cervicale ou une hernie lombaire d'avoir recours soit à un oreiller orthopédique ou à un lit orthopédique parce que un oreiller orthopédique, un lit orthopédique, c'est conseillé. Vous pouvez déjà chercher comment vous en procurer. Mais je voudrais savoir une question, docteur. Est-ce que quelqu'un qui a de la hernie discale peut faire du sport? Est-ce que quelqu'un qui a de la hernie discale peut-il conduire? Bon, avant de répondre à cette question, il y a quelque chose d'important que je devrais dire. Vous avez vu quand je parlais du traitement, je n'ai pas parlé d'emblée de la kiné. Ça, c'est un élément très important. La kiné est prescrite à un patient seulement lorsque la douleur la plus grande est passée. Lorsque le patient réduit son échelle visuelle analogique de la douleur, parce que ça, c'est très important. Chez un patient suspect, chez un patient chez qui nous soignons une hernie discale, on ne prescrit jamais la kiné quand le patient a très mal. C'est lorsque la douleur diminue qu'on indique la kiné. Donc, la kiné est indiquée en seconde intention. Et les sports? Et je reviens, monsieur le journaliste, tranquillisez-vous. Ce que je dis est très important parce qu'il y a des médecins généralistes qui nous suivent. Et qu'est-ce qu'on écrit sur le banc de kiné? Ça, c'est très important. Quand vous prescrivez une kiné pour un patient qui a une hernie discale, il y a des choses qu'il faut mentionner pour que les kinésithérapeutes le fassent. Premièrement, il faut une électrothérapie. Donc, ce patient a besoin des ultrasons. Et deuxièmement, ce patient a besoin essentiellement des exercices qui vont renforcer la musculature du dos, la musculature de l'abdomen, les exercices d'étirement et puis les exercices sur la posture. Maintenant, je reviens à votre question. Est-ce qu'un patient qui a une hernie discale peut conduire, peut faire du sport? Conduire, oui, mais pas de longues distances, j'allais dire, mais en prenant de précautions. On ne conduit pas pendant qu'on a très mal. Donc, le patient, lorsqu'il est sorti de l'épisode douloureux, ces patients-là peuvent conduire des courtes distances, mais il doit prendre certaines précautions par rapport à son siège dans le véhicule. Le siège du véhicule doit être bien droit. Et quand c'est bien droit, on a moins mal au dos. Voilà. La deuxième question, c'est par rapport au sport. Quand on a déjà fait une hernie discale, il y a essentiellement certains sports qu'on ne fera plus jamais. Exemple, jouer au tennis, c'est fini. Les sports de combat, le football ou les courses à fond. Là, je parle d'un patient qui n'a pas encore été opéré parce que dans la majorité des cas, l'hernie discale se soigne médicalement. 90% des hernies discales se soignent médicalement. Il n'y a que 10% des hernies discales qui vont nécessiter une intervention chirurgicale.
Mais qu'est-ce qu'il faut conseiller à ce patient? Parce que vous n'allez pas lui dire de ne pas faire un sport. Ce patient-là peut faire de la natation. Ce patient peut faire du vélo. Ce patient peut faire une marche douce. OK? Ça, ce sont généralement les sports qui sont recommandés. Une marche douce, la natation. Voilà, ce sont des conseils des spécialistes. Mais docteur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a de la hernie discale? Voilà. C'est quoi l'interdit? Voilà. Il y a des interdits, effectivement, monsieur le journaliste, parce que on vous a diagnostiqué une hernie discale. On peut vivre avec, OK? Et vous vivez avec, vous n'avez jamais été opéré, mais vous ne devez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aggraver son hernie discale? La première des choses à faire, c'est de ne plus transporter de lourdes charges. Ça, c'est la première chose à faire. Parce que les lourdes charges vont augmenter les contraintes sur déjà le disque qui est malade. Deuxième chose, évitez tous les travaux ou toutes les situations où vous devez fléchir votre temps. Parce que là, vous augmentez la contrainte au niveau un peu m'essuyer rapidement. Et troisièmement, il faut éviter le mouvement de rotation. Okay? Quand vous devez roter, il faut roter avec l'ensemble du corps. Parce que si vous ne rotez qu'avec le tronc, il y a une torsion au niveau du disque. Je reviens très rapidement en arrière pour dire, ah, mais quelqu'un va me dire, mais docteur, quelque chose est tombé, je dois ramasser. Vous me dites de ne pas fléchir le tronc. Je dis non. Il peut descendre, mais il descend comment? Il descend avec une colonne bien droite. OK? Il fléchit ses genoux, il fléchit le bassin, il descend pour ramasser. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est conduire pour de très longues distances. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est tout un sport qui va aggraver des douleurs au niveau lombaire. Voilà. Vous l'avez bien compris, il ne faut pas faire beaucoup de mouvements de rotation. Un conseil à prendre au sérieux. Alors, docteur, vous avez donné les conseils. Il y a un médicament, il ne faut pas conduire à des vitesses exagérées, il faut conduire à des distances courtes. J'ai une question. Dites-moi la vérité, est-ce que quelqu'un qui est atteint de la hernie discale, est-ce que c'est guérissable? Dans 90% des cas, on peut guérir d'ailleurs de manière spontanée d'une hernie discale. 90% des cas, les gens guérissent. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre, beaucoup de gens, l'hernie, beaucoup de gens en ont sans le savoir. OK? Et lorsque il y a un continuum dans le noyau pulpeux qui est sorti, de manière spontanée, on peut guérir. Il n'y a que 10% des patients qui vont avoir un problème chronique. On peut guérir de manière spontanée. On peut guérir de manière spontanée de la hernie discale. Ayez votre conscience tranquille quand vous en avez les symptômes et les signes qui apparaissent. Fréquentez rapidement un médecin, une formation hospitalière pour la prise en charge. Donc, c'est guérissable, cette maladie de la hernie discale. Docteur, est-ce que vous pouvez faire un résumé succinctement de tout ce que nous avons dit ici? Alors, regardez la caméra, s'il vous plaît. Ce que je peux dire, c'est que l'hernie discale est bel et bien une maladie de la colonne. Elle touche plus la colonne lombaire que la colonne cervicale, pour la simple raison que la colonne lombaire reçoit plus de la moitié du poids du corps. Ce que je peux également dire à la population, de ne jamais paniquer, il faut consulter très tôt parce que, au-delà du traitement médical, il y a des conseils pour ne pas faire aggraver votre hernie. Ce que je peux encore dire, c'est le fait qu'il y a des hernies qui vont nécessiter immédiatement une opération pour avoir un pronostic fonctionnel qui est bon. Ce que je peux encore dire, c'est des consultations précoces, voir un médecin de manière précoce et suivre les conseils. Voilà. Je préfère également les gens
peut-être qui parle pas français, qui parle lingala. Oui, J'aimerais vous avez une minute pour ça. M'exprimer en lingala pour dire bokono hernie discale ezali maladie ezalaka na colonne epesaka badouleur wana okomona yango neti courant ezolongwa na mokongo eleki na nsima malembe na lokolo ti ekei na misaki ya makolo. Okoki mpe kozala na douleur wana omoni ete force ya lokolo to ya loboko selon localisation ezokita to omoni ke ozokoka lisusu koretenir masuba te to ozokoka lisusu koretenir ntango ozosala sel ozomona ke ozokoka lisusu retenir te wana eza basymptôme ya hernie discale. Soki oza na basymptôme wana mona munganga mingi soit un rhumatologue, un orthopédiste to un neurochirurgien omoni bango bakomela kisi na ebandeli. Mais soki basymptôme mosusu ezali bakoki koopere yo eza na biloko ya kosala te soki ozobela hernie discale. Ezali par exemple komema biloko ya kilo, kobumba mokongo pamba kobalola mokongo alors que okokaki kobaluka yo nyonso kosala basport oyo ya makasi ntango pasi eleki pasi ekei okoki kokumba mais yo kokumba badistance ya mokuse okozwa kiti na yo ovandi mpo kumba ezala bien droit. Soki osali bongo yebaka te pasi na mokongo ezali te. Mais eloko na koloba mingi kati na bato babelaka hernie discale 90% bakobika sans que bakoka koopere bango baoperaka obe kaka 10% ya bato bazobela hernie discale. La hernie discale est guérissable, 90% peuvent le guérir. Par ces mots, nous vous remercions, messieurs les docteurs Christophe Moulumba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous sommes très reconnaissants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, les bonnes choses ne durent pas. C'est par ici que prend fin notre premier numéro du magazine La science au service du peuple. D'avance, nous vous remercions pour votre attention soutenue. Restez connectés à votre chaîne, abonnez-vous massivement et surtout prenez soin de partager le lien pour que nos compatriotes, que personne ne rate cette sagesse que nous aurons y a écouté tout à l'heure. Restez en paix du Christ. Au revoir.